j'essaie d'avancer et tout et je regarde l'heure et là, je me suis dit: «OK, tu vas jamais arriver à Valorcine dans les temps» et j'ai juste fait un calcul, j'arrivais pas très bien à réfléchir, mais je me suis dit: «Non, c'est juste pas possible, tu vas jamais y arriver». Je savais pas trop prendre des décisions, en fait et à un moment, je me suis dit: «Bon, bah, de toute façon, l'ultra trail, c'est nul, la marche était trop haute, tu jamais dû t'inscrire à ce truc». Finalement, c'était trop de faire 100 kilomètres, j'étais pas assez bien préparée et puis tant pis, je dois rien à personne. Enfin, j'ai fait le deuil de ma course, en fait, en quelques minutes. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode une coureuse amatrice, Géraldine Juge. Géraldine est une entrepreneuse suisse qui s'est progressivement prise de passion pour la course à pied et notamment le trail. Elle a savamment pris le temps d'allonger les distances jusqu'à se retrouver propulsée l'été dernier, presque par hasard, sur la ligne de départ de la CCC et de ses 100 km et plus de 6000 mètres de dénivelé positif. Une course qui marque pour elle un significatif pas en avant en termes d'engagement et qu'elle décide malgré tout d'aborder par le prisme du plaisir avant tout. Cette expérience va se révéler être pour Géraldine une lutte acharnée pour tenir dans les délais de 26h30 de barrière horaire qu'impose la course. Mais je ne vous en dis pas plus. Géraldine va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, contre la montre. Salut Géraldine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique. Je suis ravi d'échanger avec toi aujourd'hui, comment ça va ? Ça va, merci. Bonjour Guillaume. On enregistre aujourd'hui cet épisode Géraldine le 21 février. Figure-toi qu'il y a 150 ans jour pour jour, le major Walter Winfield, que personne ne connaît, a inventé un jeu de plein air qui s'appelait à l'époque le lawn tennis, qui est devenu plus tard le tennis sur gazon. Et qui dit tennis sur gazon dit évidemment Wimbledon, le célèbre tournoi londonien réputé pour être le temple du tennis. Je ne sais pas si tu es adepte de tennis ou pas. Archi fan. Archi fan. Et ben, j'ai une question pour toi. Le match le plus long, tu dois savoir d'ailleurs, le match le plus long de l'histoire du tennis professionnel, c'est justement joué à Wimbledon en 2010. Il a opposé l'Américain John Isner au Français Nicolas Mahut. Est-ce que selon toi, ce match a duré plus ou moins longtemps que le temps qu'a passé John Albon sur les sentiers de la CCC qu'il a remporté en 2023 ? Il a duré plus longtemps parce que c'était environ 11 heures que John, c'était, il me semble, un tout petit peu plus que 10 heures. T'es forte. Tu triches pas. Tout ça, c'est dans la tête. T'as pas Google Il sous y a les il yeux, y a rien. très peu de choses que je sais dans ce genre. Mais ça, honnêtement, c'était une question Bravo. facile pour moi. Ouais, 11h et 5 minutes effectivement. Le match s'est joué sur 3 jours. Et donc, je sais pas si tu te rappelles, mais le score du 5e set, c'était 70 jeux à 68. J'avais pas vu, mais j'ai beaucoup entendu parler de ce. Et John Albon, lui, il a mis 10h14 pour gagner la CCC, la dernière CCC en date. Mmh. Voilà, ce match de tennis, il a donné lieu à plusieurs records. La plus longue durée de match, on en a parlé. Le plus grand nombre de jeux dans un match. Le plus grand nombre d'aces servis par les deux joueurs. Je crois que c'était à plus de 230 en cumulé là sur les deux joueurs. Et donc voilà, ils ont Mmh. même mis une plaque commémorative, tu vois, après du cours 18 de Wimbledon pour honorer ce match historique et puis les performances des deux athlètes. J'ai une petite raquette à te demander en guise d'ouverture de podcast. C'est une question classique, Géraldine. Il va falloir que tu te présentes sans me parler de sport. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire à moi et à nos auditeurs sans parler de sport à ce stade ? Alors, je suis née à Genève, j'ai 36 ans, et je suis entrepreneur, de pompes funèbres, donc j'ai mon entreprise et je suis justement passionnée de tennis et surtout de Federer Comme étant c'est suisse étrange pour une évidemment. Suissesse. Ouais. Enfin même, ceux qui sont pas suisses sont fans de lui. C'est Mais vrai. voilà, je dirais que c'est ce qui me passionne. J'adore cuisiner aussi, mais c'est vrai que ouais, je suis passionnée de mon métier, mais voilà, je dirais que globalement dans ma vie, il y a le sport fait vraiment partie de mes passions. Est-ce qu'il a joué une place centrale dans ta vie dès ta jeunesse ? Alors oui, mais sous une autre forme. Je dirais que c'était plus un loisir à l'époque et c'était pas du tout dans la course à pied. J'ai fait beaucoup d'équitation, aussi en compétition, quand j'étais jeune. Je faisais aussi, plutôt des trucs, artistiques. Je faisais de la danse, aussi du théâtre,
Et puis, sinon, pour revenir au sport aussi, du ski. Mais la course à pied est venue, bien plus tard. Toi, t'as grandi en Suisse, t'as passé toute ta vie à Genève? Pas toute ma vie, j'ai vécu aux États-Unis aussi quand j'étais petite, pendant 2 ans. J'ai, fait mes études à Lausanne, en Suisse, donc pas très loin de Genève et puis j'ai aussi fait pas mal d'années à l'étranger, pour le travail, après mes études. Le sport, il a trouvé une autre place dans ta vie il y a à peu près une quinzaine d'années, vers 2008, c'est ça? Qu'est-ce que tu as commencé à pratiquer à ce moment-là? Alors, en fait, j'ai commencé, le sport enfin disons plutôt la course à pied, de manière assez progressive. En fait, j'ai commencé à aller en salle de fitness. Il a fallu quand même un bon déclic pour, y arriver. Souvent le déclic, c'est, vouloir être en forme, mais j'ai mis un moment à m'y mettre. Après, en fait, une saison à la montagne, je m'étais dit: «Bah, j'ai envie de garder cette forme» et j'avais payé pendant 2 ans avant, une salle de fitness dans le vide, j'y allais vraiment jamais, mais après cette saison, je me suis dit: «Tiens, en fait, on va y aller régulièrement» parce que j'avais envie de maintenir cette forme et ça a vraiment commencé en salle, de fitness. Je faisais pas vraiment de la musculation, je faisais surtout du tapis en marchant rapidement avec un petit peu dénivelé comme ça et puis, je courais un petit peu à la fin. Ça me permettait de donner un rythme parce que j'étais pas forcément capable de faire ça autrement et puis, petit à petit, mais vraiment enfin des années plus tard, je crois que c'était en 2014 la première fois, une amie m'a dit: «Bah tiens, on va courir dehors. Arrête ta salle et tu me suis» et là, je lui ai dit: «OK», mais j'étais incapable d'aller sans elle, en fait. Il fallait vraiment qu'elle m'accompagne et puis on faisait, 4-5 kilomètres, pas plus. On allait vraiment à un petit rythme. T'arrivais pas à trouver la motivation à être seule? Non, oui, pas la discipline surtout. En fait, pour moi, le tapis me donnait le rythme et puis, voilà, ça me permettait vraiment enfin, ça m'obligeait, en fait, à aller à une certaine vitesse, mais par contre, dehors, il y avait forcément, aucune obligation de continuer à courir. Je m'arrêtais, en fait. Enfin, si j'y allais seule, c'était vraiment je courais 1 kilomètre, après je marchais un autre kilomètre. J'avais vraiment pas plus de discipline que ça, en fait. Donc, ça m'aidait vraiment d'être en salle. Qu'est-ce qui t'a donné ensuite envie de poursuivre là, après cette première expérience avec ton ami? Qu'est-ce qui a fait qu'au fil du tout, tu te l'as approprié? Ben, voilà, on y allait petit à petit, puis en fait après, elle m'a obligée à m'inscrire à ma première course. C'était, décembre 2015, une course à Genève, très populaire où il y a 45 000, participants. Ça s'appelle la course d'escalade d'ailleurs. Je te conseille de venir, la couvrir un jour. Quand tu dis forcer, c'est que tu avais aucune envie d'aller mettre en œuvre ça? Si, non, 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 en fait, elle m'a vraiment proposé de le faire et j'étais vraiment très très motivée, à la suivre, mais disons que l'élan venait d'elle. Ce serait jamais venu de ma part. C'est une course, tout le monde y avait déjà participé un jour dans sa vie à part moi, qui l'ai fait pour la première fois à 28 ans et c'est vrai que c'était un peu une course, voilà, il fallait la faire un jour et grâce à elle, je l'ai faite, mais c'était pas vraiment du forcing non plus et Et voilà, avant, c'est et avant cette course-là, est-ce que tu arrivais à trouver du plaisir quand même et une gratification à ta pratique de la course à pied ou ça restait quand même quelque chose d'un peu contre nature avant même d'essayer la compétition? J'y voyais vraiment, en tout cas, ça me faisait énormément de bien au niveau, j'adore le goût de l'effort, en fait et ça me faisait vraiment du bien au niveau cardio, ça me déconnectait. Donc non, je voyais beaucoup de plaisir, mais j'avais à ce moment-là encore vraiment besoin d'être accompagnée par, cette amie Malika. C'est pour l'instant quelque chose que j'arrivais pas à faire seule. Et Voilà. donc cette première course, quel souvenir t'en gardes à ces 5 kilomètres? C'était incroyable. Alors déjà, c'est une course où il y a une ambiance de dingue et j'étais: «Ah mais en fait, pourquoi je l'ai pas fait avant?» Avant, je comprenais même pas qu'on puisse courir et puis j'étais aussi, j'étais un peu anti, course, course organisée. Je me suis dit: «Mais en fait, on bloque une ville entière pour ça, ça sert à quoi?» Et là, je comprenais en fait enfin, pourquoi les gens prenaient autant de plaisir à participer à une course, porter un dossard. Il y avait vraiment ce côté, dépassement de soi, l'ambiance, ouais, ça m'a apporté vraiment de la joie et je me suis dit: «Bah, tiens, clairement, c'est pas du tout la dernière que je vais faire» et puis, en fait, quelques mois plus tard, je me suis dit: «Bah, tiens, je vais participer à mon premier 10 kilomètres». Donc on faisait un peu les choses, vraiment de manière, Progressive et graduelle. graduelle, ouais. Mm. Voilà et puis justement, cette amie devait la faire ses 10 kills avec moi et puis, je sais pas, quelques jours avant: «Ah, j'ai oublié, j'ai quelque chose ce week-end-là» et je me retrouve toute seule à faire mes 10 kills cette fois et là, pour moi, c'était impensable. C'était déjà impensable de courir 10 kilomètres. Je me suis dit: «Bah, tiens», enfin, j'aime bien me donner des petits objectifs comme ça. Je me suis dit: «Bah, tiens, je vais essayer de le faire dans l'heure». Ça me paraissait impossible. Bon, j'ai finalement réussi à le faire en 53 minutes, mais pour un premier c'était pas mal. Et t'avais un semblant de discipline quand même dans la prépa malgré tout, là, on sent que t'avais plus ou moins envie de te lancer sur cette distance-là. Est-ce que t'étais quand même impliquée, assez studieuse dans ta préparation? Honnêtement, je me souviens pas exactement, mais il me semble pas que à ce moment-là, je courais déjà toute seule. Je crois que j'étais toujours, à courir un peu avec cette amie, et j'avais besoin et je continuais à aller en salle, hein, j'étais toujours inscrite en salle, donc pour moi, ça restait un bon entraînement. J'essayais de courir un petit peu plus sur le tapis que de marcher. Voilà, mais j'ai pas vraiment de souvenir d'être vraiment allée m'entraîner toute seule et pour moi, c'était une montagne, en fait, de faire ça
Et finalement, bah, voilà, c'est un parcours un peu graduel où j'ai fait ce 10 kills et l'année d'après, c'était, déjà le semi-marathon. Et puis le marathon ensuite, encore un peu après? Et le marathon ensuite. En fait, bah, alors pour revenir au semi, à ce moment-là, je crois que c'était en 2017 mon premier semi-marathon, à Genève aussi. Et là, j'ai commencé en fait, je devais en fait, renouveler mon abonnement de fitness et j'ai renoncé. Je me suis dit en plus, j'avais déménagé, enfin, c'était beaucoup moins pratique pour moi d'aller là-bas. Et puis là, je me suis dit: «Bah, tiens, en fait, on arrête, d'aller en salle et on court tout le temps». Et là, justement, j'ai commencé, en fait, à réussir à courir toute seule. C'est vraiment, voilà, je faisais plusieurs kilomètres, moi, j'arrivais à de plus en plus à enchaîner, mais c'est devenu assez progressif ça aussi et effectivement après il y a eu mon premier marathon, en novembre 2019 à New York. Quel souvenir t'en gardes? Tout le monde, enfin, ça évoque évidemment des choses très positives. Ça fait rêver quand même beaucoup de coureurs, ce marathon à New York. Est-ce que toi, Ouais. c'était aussi un rêve absolu? Alors oui, les grandes courses autant toutes les autres petites courses, jusqu'au semi-marathon, je me déplace pas forcément. Il y a vraiment plein de courses qui sont organisées à Genève très régulièrement, donc ça me suffit complètement. Mais après le marathon, j'avais un peu, pour moi, c'était un truc, quitte à en faire un, quitte à aller se foutre en l'air, il fallait que ce soit dans un endroit grandiose, il fallait que ce soit un truc prestigieux, un truc où il y a beaucoup d'ambiance, un truc de dingue et pour moi, c'était New York. Après, je sais qu'il y en a plein d'autres de bien, mais il fallait que je commence par celui-là. T'as le souvenir d'une course difficile? Alors, New York, c'était, oui, à la fin, vraiment très difficile. Enfin, je m'étais vraiment très bien préparée. J'avais vraiment un objectif je voulais le faire en moins de 4 heures. C'était devenu une obsession, en fait, de toute cette préparation, cette réjouissance, d'aller sur place et tout et en fait, j'étais vraiment bien préparée, mais quand même, heu, les c'est pas une légende, hein, ces derniers kilomètres, j'avais vraiment beaucoup de mal, mais je me suis pas arrêtée et puis j'ai réussi à mon objectif. En parallèle de ton avancée graduelle sur la route, tu as commencé aussi à tester le trail. C'était en 2016. Qu'est-ce qui t'a mené sur les sentiers? Alors oui, ça a commencé à peu près en même temps que la course à pied finalement. C'était quelques mois après mon premier dossard et là, justement, je faisais partie d'un groupe de course, enfin je fais toujours partie d'un groupe de course avec un coach, collectif, et on s'entraîne tous ensemble et puis, voilà, ils ont décidé de nous inscrire, à un petit trail de 16 kilomètres, en Valais et on s'est dit: «Bah tiens, allons-y» et bah, ça me paraissait aussi insurmontable et puis finalement ça s'est très bien passé et puis j'ai pris beaucoup de goût aussi à justement participer à un trail. Après bon, j'ai une approche hyper différente, de la course sur route et de la course, en trail. C'est que, enfin dans les 2 cas, je dirais que le classement n'a aucune importance pour moi. Mais le trail, il y a plus une connexion avec la nature, c'est pas vraiment concret pour moi au niveau de l'allure qu'il faut tenir, et vu que c'est de toute façon assez long, enfin, on a rarement quelque chose en dessous de 15 kilomètres, moi, j'aime pas trop être dans le rouge et je suis plutôt un peu dernière alors que la course sur route, j'aime bien être plus compétitive avec moi-même, pas avec les autres. Mais tu te prends un jeu de l'allure, ouais. De tenue, Voilà, d'allure. exactement. Pour moi, c'est de la performance, c'est dans le concret avec un pace à tenir et puis c'est aussi de faire, mieux d'une fois à l'autre. Mais j'aime bien ces 2 approches et j'aime bien, en fait, faire les 2. Après le trail, je le pratique beaucoup moins pour des raisons, je dirais, logistiques. Premièrement, simplement parce que, voilà, quand on est à Genève, il y a le Salève, une montagne qui est juste à côté, qui est très accessible et qui est assez chiante et très raide et répétitive et voilà, donc c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire tous les week-ends. Mais sinon, évidemment, pour aller s'entraîner, il faut se déplacer un peu plus alors que, voilà, la course à pied, rien de plus facile. Donc, je pratique un peu moins, j'ai moins d'expérience en trail et puis j'ai peu de technique du coup. Je fais des petits pas, j'ai un peu le vertige aussi en descendant, donc voilà. Puis c'est pas les mêmes muscles. Enfin voilà, disons que c'est quelque chose dans lequel je performe moins globalement, mais j'adore. Sur les descentes, là, c'est très handicapant pour toi, là, cette gestion du vertige? Oui, ça l'a été. En fait, à nouveau, j'aime pas me comparer aux autres, mais c'est quand même assez dingue de voir à quel point les gens me dépassent. Et je me dis: «Mais en fait, s'ils me dépassent pas trop le reste du temps, j'ai clairement un handicap, en fait». C'est-à-dire que c'est des gens, dans les trails, je les regarde, en fait, je les perds de vue en 2 temps, 3 mouvements. Et je me dis: «Mais c'est pas possible de perdre autant de temps en descendant» et en fait, c'est surtout au-delà du fait que je perds du temps, il y a aussi un peu cet inconfort, en fait. Je me sens pas du tout à l'aise en descendant les sentiers. Du coup, j'ai aucun plaisir. J'ai vraiment du plaisir en montant, surtout en les parties roulantes où c'est un peu du faux plat parce que, à nouveau, c'est plus ma force, mais enfin, pour moi, les descentes, c'était vraiment pas une partie de plaisir et puis c'était un truc s'il y avait un truc à enlever au trail, c'était clairement ça et il a fallu que je travaille justement là-dessus. Donc ça s'est réglé aujourd'hui, là? Alors oui, effectivement, bah, justement dans l'objectif de faire la CCC, je me suis dit: «Bah, tiens, on va quand même», sachant que, bah, voilà, il y a il y a en tout cas, il y a environ 30 de
de descente, je me dis: «Bah, si je dois me faire 30 kills de descente, je vais pas avoir beaucoup de plaisir. Enfin, ça va être un peu long comme course». Donc là, je me suis dit: «Ben, on va essayer d'enlever cette peur» et puis, ça s'est bien réglé avec quelques séances de kinésiologie, et je suis beaucoup plus à l'aise. Alors après, c'est pas parfait, je pense que c'est aussi plutôt la technique, mais ça va beaucoup mieux et j'ai gagné du temps. Mon appréhension en tout cas. Tout à fait. Est-ce que ton cœur, il balance entre le trail et la route ou est-ce que tu as envie de pas choisir? J'ai pas envie de choisir. J'aime les 2 pour, les raisons que j'ai expliquées. Je continuerai à faire les 2. Je pense que j'ai de plus en plus de plaisir à faire du trail. Avant, j'avais vraiment le cœur qui balançait plus pour la route, mais je pense que enfin, j'aime me dire que je peux pratiquer ces 2 sports qui ont des points communs, mais qui sont aussi très, très différents et c'est pour ça que je préfère dire même, ouais, 2 sports. Tu nous l'as dit tout à l'heure, là, tu es entrepreneuse aujourd'hui, enfin, ça fait un certain nombre d'années. Comment est-ce que ça peut coexister avec ta pratique de la course à pied? Quelle place tu arrives à accorder à ta pratique? Mais ça m'apporte, beaucoup dans ma vie d'entrepreneur, parce que, voilà, dans les 2 cas, c'est des épreuves, d'endurance à part entière. Il faut savoir tenir sur la durée et voilà, dans ma vie d'entrepreneur, en fait, il y a pas on n'a pas de cadre, on n'a personne pour, nous booster et il faut en fait, trouver la force pour aller, jusqu'au bout des choses et c'est une force que j'arrive à trouver, je pense grâce à la course à pied. Ça m'a, vraiment aidé à forger mon mental et à me discipliner, justement. Est-ce que l'inverse est vrai aussi? Est-ce que ton activité d'entrepreneur t'aide? Exactement. Ouais, c'est vraiment, c'est vice versa, et je pense que ça m'a vraiment forgée, dans ma vie d'entrepreneur, mais dans ma vie de coureuse à pied aussi. Et puis, je dois dire aussi que la course à pied m'aide aussi dans mon métier de pas que d'entrepreneur, mais le métier de pompe funèbre, en soi. Parce que c'est vrai que, bah, voilà, je vois des situations quand même qui sont très tristes, avec notamment des jeunes personnes qui décèdent et pour moi, c'est un peu un sanctuaire. Voilà, j'ai terminé une journée, je peux avoir vécu des choses, très, très lourdes et la course à pied m'aide en fait à me enfin, c'est un peu comme un refuge et en même temps, ça me donne envie de profiter de la vie. C'est comme en fait un peu un hommage à la vie, de courir et ça me permet de me sentir vraiment vivante et ça apporte énormément aussi, dans cet aspect de mon métier plus particulièrement. Je rebondis là sur ton métier. Est-ce que c'est possible de complètement évacuer la dimension émotionnelle? J'imagine que l'exercice, enfin, le but du jeu, c'est là de s'en prémunir autant que possible pour se préserver. Est-ce que c'est faisable en toutes circonstances ou est-ce que tu es nécessairement impacté par les situations auxquelles tu es confronté? J'essaie de mettre de la distance, j'y arrive bien. Après, c'est vrai que des fois, on rentre chez soi et c'est vraiment très lourd et c'est pour ça que ça m'aide de courir. Mais voilà et je me mets aussi un peu dans une bulle, c'est une mission en fait, mais c'est pas toujours facile. Tu vas courir à quel moment? Est-ce que c'est justement en fin de journée pour décompresser de la journée passée ou est-ce que c'est pour te lever du bon pied le matin? Les 2. Ouais, je fais un peu les 2 et le week-end en pleine journée, mais j'aime bien en fait, je suis peut-être plus performante, plus efficace le matin, j'aime bien commencer ma journée comme ça, mais selon la journée que j'ai passée, j'aime bien aussi, je préfère y aller le soir, ça dépend. Merci beaucoup pour cette introduction. Géraldine, on va passer à notre rubrique du questionnaire de Proust. J'ai 3 questions à te poser, donc à toi d'y répondre comme tu veux, indifféremment dans la sphère perso, privée, sportive, professionnelle, enfin voilà, comme tu l'entends. Première de ces 3 questions, le talent que tu aimerais le plus avoir? Le revers de Federer. Non, si je devais refaire ma vie, j'aurais bien voulu, focuser un peu sur le tennis. Enfin, je joue très rarement et c'est vrai qu'en soi, j'aimerais vraiment être un enfin, j'aurais peut-être bien voulu avoir une carrière de tennis, de joueuse de tennis professionnelle et d'avoir, du talent là-dedans, chose que j'ai pas forcément. Tu as pratiqué beaucoup? Après, Tu me disais que tu avais pratiqué quand tu étais jeune, mais jamais en compétition ou à des niveaux qui te non, non. permettaient d'entrevoir des espoirs? Non, effectivement, c'était vraiment tellement rarement que qu'il y a jamais eu possibilité d'entrevoir quoi que ce soit. Et donc tu avais un coup droit meilleur que ton revers, visiblement. Oui, vraiment. Deuxième question pour toi, Géraldine, le moment qui a changé ta vie pour toujours? Alors, je dirais le décès de mon père m'a donné l'idée de me lancer dans le funéraire. C'est ce qui a été un tournant professionnel et entrepreneurial, qui m'a justement apporté le mental et la discipline qu'il me faut dans ma pratique de course à pied et vice versa. Et comment tu expliques ça, si on peut élaborer peut-être là-dessus? Tu trouvais pas justement des choses dont tu aurais besoin, toi, à ce moment-là, dans la gestion du décès de ton papa et tu voulais apporter ça? Oui, mais en fait, ça m'a donné, une idée d'un service finalement un petit peu différent et d'apporter quelque chose qui m'a justement manqué et c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer là-dedans. Ça fait combien de temps là que tu as ta société? 8 ans. Dernière question pour toi. Ta plus grande aspiration en ce qui concerne ta vie personnelle? À quoi tu rêves? C'est d'être, libre. Voilà, je suis quelqu'un de très indépendante, je n'ai pas d'enfant, je n'en veux pas. J'ai choisi aussi la voie entrepreneuriale, alors il y a pas du tout toutes les libertés qu'on peut imaginer, hein et je pense que tu connais bien le sujet. Heu, mais voilà, il y a quand même aussi forcément une indépendance professionnelle, et je crois que c'est vraiment une vie, que j'ai choisie et à laquelle j'aspire. C'est un combat difficile? C'est pas simple tous les jours.
c'est pas simple tous les jours de moi, voilà, à nouveau, comme je disais, il y a pas forcément de cadre et il faut, en fait, finalement faire son chemin soi-même. T'as jamais pensé à t'associer? Alors on est 2 maintenant, OK. mais j'ai commencé seule. Donc effectivement, pas simple. Merci beaucoup Géraldine. Je vais présenter désormais ta course épique. Donc la CCC, je vais en planter brièvement le décor. La CCC compte 100 km et 6156 mètres de D+, et parcourt 3 pays, l'Italie, la Suisse et la France. Le départ est donné depuis Courmayeur en Italie. Les premiers kilomètres conduisent rapidement, à plus de 2500 mètres d'altitude, jusqu'à un exceptionnel panorama face au Mont Blanc et aux Grandes Jorasses. Le passage au Grand Col Ferret marque l'entrée de la course en Suisse, où les coureurs goûteront à l'accueil réputé des bénévoles de la Foulie, de Champais et de Trian. Déjà en France, mais si proche de la Suisse, les coureurs peuvent profiter un instant de l'authenticité et du charme de Valorcine avant de découvrir au terme d'une dernière et impitoyable montée, tu vas nous en parler, le vallon des Chaiseries avec sa vue somptueuse sur le massif du Mont Blanc. Il est alors enfin le temps de rejoindre l'arche d'arrivée en plein cœur de Chamonix. Les premiers concurrents, on en a parlé tout à l'heure, notamment de John Albon, arriveront un peu plus de 10 heures, tandis que 26h30 d'effort attendent les derniers finishers de la course. Sur l'édition 2023, qui nous intéresse aujourd'hui et dont le départ a été donné le 1er septembre dernier, 2227 coureurs s'étaient donné rendez-vous à tes côtés sur la ligne de départ sous une météo très clémente. Et seuls 1650 d'entre eux sont venus au terme de la course, soit un taux d'abandon de 26%. Donc les trois quarts sont arrivés à bon port. Géraldine, tu connais le podcast, tu sais qu'après la description de la course, c'est le moment de la question qui pique. Oui. Est-ce que tu voulais rajouter des choses sur la CCC? Est-ce que j'ai oublié des choses qui te paraissent importantes? Oh, je crois que c'était très détaillé. Ok. La question qui pique, c'est le moment. Alors, je suis un peu à court d'acronymes sur la CCC. C'est une course que j'ai déjà traitée un certain nombre de fois, mais j'ai quand même trouvé le Club des croqueurs de chocolat. Voilà, c'est une association qui existe. Donc, j'ai pris un petit raccourci sur la Suisse, le chocolat. Voilà, ça m'a paru potentiellement adapté à notre échange aujourd'hui. Donc, on va traiter de ce sujet. Est-ce que tu pourrais me dire quelle est la particularité du chocolat qui fait qu'ils font parfaitement dans la bouche? En tout cas, plutôt bien dans la bouche. Oh mon Dieu. Pas Alors autant facile, c'est la j'avoue. la question du tennis, c'était plus facile, hein. Ah, elle était beaucoup plus facile. Ouais, j'avoue que c'est impossible. Mais c'est intéressant. Moi, je vais te livrer la réponse. Je trouve ça intéressant. Est-ce que tu veux tenter quelque chose ou pas? Je pense que c'est le cacao qu'ils font, enfin, En fait, je ouais, en quelque sorte ça, effectivement, parce que le chocolat, c'est le seul aliment qu'ils font à environ 34 degrés. Voilà, juste en dessous de la température corporelle humaine, ce qui explique pourquoi ils font si bien dans la bouche. ah! Intéressant, hein? Intéressant. Donc, ouais, c'est un J'aime pas point le de plus. chocolat. Ah, c'est vrai? Non. T'as le droit de rester en Suisse? C'est pour ça que oui. C'est pour ça que j'ai pas su répondre à la question. Je Et plaisante. donc, il y a des nuances selon le type de chocolat, tu vois. Entre le chocolat blanc, le chocolat noir, le chocolat au lait, le point de fusion n'est pas exactement le même. Voilà. D'accord, Voilà, tu le sauras la prochaine fois que tu mangeras pas de chocolat, que voilà. il y a la possibilité de fondre différemment, quelle que soit la couleur. Bon, c'était un peu chaud cacao comme question qui pique, je m'excuse d'avance. On va passer, d'avance d'ailleurs, à retardement. On va passer désormais à ta course épique, la CCC, une course que tu n'es pas prête d'effacer de tes tablettes pour le coup. Comment est-ce qu'elle est née cette idée de prendre le départ de la CCC? Est-ce que c'était la suite logique des choses pour toi? On a compris que tu étais dans une logique de progressivité, ou est-ce que c'est finalement une espèce de petit accident de parcours et c'était pas tout à fait anticipé dans ta trajectoire de course? Alors, en fait, je dirais que effectivement, j'ai toujours fait les choses de manière graduelle et en quelques années, je suis passée du 5 kills à faire un marathon. En soi, je pense que quand j'ai commencé à courir, jamais j'aurais imaginé faire, l'UTMB ou quoi que ce soit de la CCC. En fait, pour moi, la CCC, c'était une étape avant l'UTMB. Mais c'est vrai qu'il y avait un peu cette quête de l'UTMB derrière tout ça, mais qui est pas venue tout de suite du tout. La première fois que j'en avais entendu parler, c'était, je crois, quand, Caroline Chavreau, qui était ma prof, d'histoire au lycée. Je ne connaissais pas cette carrière. Ok. Mmh. Oui, c'était en fait, elle pendant toute sa carrière professionnelle, elle avait un emploi à côté et Caroline, Chavreau, elle avait gagné en 2016 et quand je l'avais vue gagner, je l'oublierai jamais. En fait, en même temps, cette année-là, il y avait une collègue qui avait fait secouriste à l'UTMB, puis on a commencé à parler de tout ça et moi, pour moi, c'était vraiment, en fait, une course réservée aux élites et aux fous et avec le temps, ben, je pense que c'est toujours réservé aux fous. Mais je me dis aussi que c'est plutôt aussi des coureurs, enfin, il y a clairement des coureurs lambda qui sont capables de le faire et qui le font. Et je m'étais un peu dit avec le temps que oui, un jour, je le ferai. Par contre, je m'étais plutôt dit que je le ferais avant mes 45 ans. Je voulais me laisser le temps, vu que j'avais toujours fait les choses de manière plutôt progressive. Et puis, je me suis dit, voilà, comme ça, vu que j'avais déjà fait plusieurs 20, 30 kills entre elles, je me suis dit, bah voilà, je ferai plusieurs 50, après je ferai plusieurs 100, et puis un jour, peut-être, je ferai les TMB. Voilà, sans vouloir faire non plus n'importe quel trail comme le marathon. Pour moi, c'était important de faire quelque chose un peu prestigieux et je trouvais incroyable de me dire que j'allais faire peut-être un jour le tour du Mont Blanc. Et il y avait un peu cette quête. Et en 2022, avec mon amie Stéphanie, on était bénévole à Trien.
Et on s'était dit à ce moment-là, l'année prochaine, 2023, on fera l'OCC. Et on est parti là-dessus. OK, j'ai fait plusieurs 30 kilomètres. Maintenant, il est temps de passer à l'étape supérieure et tout. Puis quelques jours après qu'on ait fait bénévole, elle me dit: «Écoute, en fait, j'ai regardé, et moi, j'ai déjà l'index pour faire les 100, donc faire la CCC». Puis j'étais: «OK, Je te félicitations». vois venir. Tu me raconteras. Et en fait, voilà, elle me dit: «Bah, écoute, débrouille-toi pour avoir aussi, les points nécessaires, les inscriptions, c'est en janvier». J'étais là: «Ah! OK». Puis moi, il m'en faut toujours très peu pour me motiver et je me suis dit: «Bon, comment je vais faire?» Et genre, 1 ou 2 semaines après, j'avais, la Wildstrubel, qui est une course, by UTMB qui finit à Cran, au Valais et je m'étais inscrite, en fait, depuis des mois, aux 20 kills et là, je me dis: «Bah, tiens, OK, je vais upgrader. Si je fais les 50 kills, je peux prétendre à la CCC en 2023». Et en fait, voilà, je me suis dit: «J'y vais». J'étais pas préparée, hein. Du coup, j'étais plutôt préparée pour un 20 kills et une semaine après, je prenais le départ. Je me suis dit: «Bon, bah, à la guerre comme à la guerre». En plus, je me suis pointée toute seule à cette course, qui était à l'autre bout de la Suisse. Enfin, c'est assez rare que j'aille seule à une course et là, je me suis dit: «Bon, voilà». J'avais vraiment cette motivation d'avoir les points avec elle et je me suis dit: «Bah, voilà, j'ai envie de rejoindre Steph dans cette aventure», même si en soi, finalement, on respectait pas tout à fait mon truc de faire graduellement les choses, je me suis dit: «Allez». Et tu as fini la course, tu as eu les Et j'ai points. fini la course je me suis dit: «Voilà». Ça s'est très bien passé honnêtement, j'aurais pu vraiment continuer beaucoup plus enfin, faire beaucoup plus de kilomètres. Alors j'étais vraiment dernière, hein. Mais je m'en foutais. Enfin, pour moi, j'avais terminé, j'avais les points et c'est tout ce qu'il me fallait. Puis, en fait, je me suis dit, à ce jour-là, je me suis dit: «Est-ce que je suis capable de faire 100? Est-ce que je suis capable de faire le double de ce que j'ai fait aujourd'hui?» Et en fait, je me suis dit un peu, que finalement, le mental s'adapte, avec la distance qui est prévue et alors bien sûr, il faut une préparation physique, mais, je suis assez convaincue que finalement, même si j'ai peu d'expérience en grand trail, enfin en ultra trail et cetera, je suis quand même convaincue aussi que finalement, ça dépend toujours de l'objectif qu'on s'est donné. Si par exemple demain tu me dis, tu fais 10 kilomètres, je vais faire 10, je vais pas en faire 20, même pas 11, parce qu'en fait, c'est ce qui est prévu ce jour-là et ton cerveau, il s'est complètement préparé à faire la distance qui a été prévue et je me suis dit: «Bah oui, je pense que les 100, je peux les faire». Je me suis dit ça. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous parler des grandes lignes de ta prépa entre les courses que tu as un peu jalonnées tout au long de ton chemin qui te menait à la CCC et puis les entraînements à proximité de Genève? Comment est-ce que tu as structuré tout ça? Est-ce que tu as trouvé très intense et très différent des préparations que tu avais connues jusqu'à maintenant? Finalement, c'était un entraînement quand même beaucoup plus intense, mais j'ai commencé finalement ma prépa en janvier, juste après, l'inscription à la CCC. J'ai commencé ma prépa en janvier, 2023, mais là, j'avais vraiment le focus marathon de Paris qui allait être mon 3e marathon, auquel je participais. Puis, pour moi, il y avait une différence entre le plat et le dénivelé et il fallait plutôt faire, justement, du plat pour cette préparation. Donc finalement, c'était plutôt, quelque chose qui s'orientait sur, l'endurance et puis sur, oui, de la distance, mais pas encore sur du dénivelé. Et au mois de mai, je me suis mise à faire justement des salèves, qui étaient à côté de, voilà, de chez moi. Je bougeais pas encore, surtout avec le travail, je pouvais pas partir non plus tous les week-ends. Donc je me suis inscrite à pas mal de courses. Je me suis dit: «Bah, ma préparation, ça va être participer à ces courses et aller un petit peu, à droite à gauche si possible». J'ai participé à la Maxi Race justement avec Steph, avec qui, on s'inscrivait à la CCC. On a fait le relais, le tour du lac à Dancy, incroyable. On a aussi fait, le marathon de Verbier, les 42 kills, où il y avait un bon dénivelé. Donc voilà, il y a eu plusieurs courses comme ça auxquelles j'ai participé pour, être prête voilà. Mais j'étais pas non plus enfin, je remarquais en fait, dans cette préparation que même si j'étais confiante pour faire ces 100 kills, il y avait un peu ce côté où, je progressais pas. Vraiment pas. Alors peut-être que je m'étais prise trop tard et je pense qu'avec du recul, j'aurais dû commencer à faire du dénivelé plus tôt que, ouais, même pendant la préparation du marathon de Paris. Ça, tu mesurais comment, cette idée de non-progression? C'était sur des allures, sur un ressenti plus impalpable? Alors en fait, j'ai fait le Salève une dizaine de fois et à chaque fois la montée, elle était exactement au même, chrono donc je me suis dit: «Bah, voilà, du entre le premier et le dernier, il y a eu 0, enfin le il y a eu 0 progrès au niveau du temps et puis toutes les courses auxquelles j'ai participé, alors à nouveau, le classement m'intéresse peu, mais j'aimais bien juste voir où j'en étais à peu près et franchement, j'étais toujours vraiment très, très, très à la fin du classement et c'est là que je me suis dit: «Bah, voilà, je suis très, très limite au niveau du temps» et c'est vrai qu'à Verbier, quand je voyais l'allure que j'ai tenue, alors même si c'était un trail très technique, je me suis dit: «Waouh, ça va être un peu chaud quand même cette CCC». Même si j'étais capable de faire ces 100 kilomètres, je me voyais bien les finir, mais je me suis dit: «Ouais, il y a quand même un délai imparti» et j'étais pas tout à fait sûre de y arriver. Tu arrives à être discipliné comme ça, là, sur des phases de prépa?
Oui, très. Ouais, ouais, je Il y a rien suivais qui pas te fasse vraiment un sécher une plan. séance? Non. Mmh. Tu gérais toi-même ta préparation? Oui, je continuais mes entraînements avec mon coach, collectif, avec, la petite équipe, mais c'était à nouveau plutôt sur de la course sur route et quand j'allais faire mon petit dénivelé, j'avais un peu trouvé des petits programmes à droite à gauche sur internet, mais je faisais un peu au ressenti. Puis pour moi, mes piliers, c'était vraiment de participer à ces courses, avec Steph et puis on a aussi fait la reco du parcours qui a été aussi un élément clé dans la préparation. 5 semaines avant la CCC, on s'est fait, en une journée, un jour, on a fait, Courmayeur jusqu'à Trient, qui était 70 en France, kilomètres. Qu'est-ce que tu as eu comme ressenti là, justement, à explorer ce parcours-là? Qu'est-ce que tu t'es dit? Tu as trouvé ça plus difficile que ce que tu imaginais ou ça t'a rassuré au contraire? Ça m'a rassurée dans le sens où je me suis dit puisque quand on l'a fait, on a mis, 20 heures. Dans les conditions de course, vous avez vraiment parcouru? Non, on était quand même un peu en mode rando d'une certaine manière. Ok. On n'était pas non plus complètement focus course. On était complètement autonome, donc on faisait des longues pauses. Il fallait qu'on passe à l'épicerie, s'acheter à manger. Enfin, on n'était pas dans les vraies circonstances de course. On a eu des conditions effroyables. Il a plu tout le long. Il y avait vraiment, enfin, il y avait des orages dans la forêt. C'était assez flippant. Mais ça m'a rassurée dans le sens où je me suis rendu compte que le parcours était assez roulant et je me suis dit qu'il y avait plein d'endroits où je pouvais un peu avancer. J'étais contente de découvrir le truc, mais j'étais quand même, et puis aussi assez encouragée du fait que finalement on avait réussi à faire ça en 20 heures et pour respecter la barrière horaire, il aurait fallu le faire en 18 ou 19 heures. Donc on n'était pas très très loin pour se dire qu'on était en mode un peu rando. Par contre, ce qui m'a un peu découragée, c'était quand même me dire waouh, c'est un sacré paquet. Il y avait un côté un peu où j'étais un peu sceptique. Je me suis dit, est-ce que j'ai d'ailleurs envie de refaire ce truc? Il y avait des parties que Trop j'avais aucune tard. envie de revoir. Trop tard. C'était quoi ton objectif sur la course si on devait le réduire à vraiment une intention? De terminer. C'était pas abandonné. Enfin, en tout cas, je savais que si la course ne devait pas être terminée, ce serait pas à cause de moi, ce serait plus à cause du fait que je serais pas arrivée dans les temps, le délai accordé, mais je savais que j'allais pas abandonner de mon plein gré, sauf pépin physique évidemment, ça on sait jamais ce qui peut arriver. Mais mon objectif ultime, c'était de le terminer dans les temps, ouais. Qu'est-ce que tu t'attends à vivre avec cette course? Qu'est-ce que tu espères d'elle? De finalement, voir ces paysages, dans des bonnes conditions, météo. Parce que c'est vrai que j'avais pas vu, ça à son meilleur jour et puis c'était vraiment, dire, de profiter en fait. De faire en fait c'était mon 1er ultra et pour moi j'avais envie de voir ce que c'était que d'enchaîner un effort aussi long, voir ce que comment mon corps et mon mental allaient réagir. Et puis il y avait aussi un peu ce côté de voilà déconnexion avec la nature, mais chose que j'ai forcément, enfin que j'ai déjà vécu dans d'autres trails plus courts, mais qu'elle est forcément différente dans un trail aussi long. Il y a cette idée de plaisir aussi qui est toujours sous-jacente dans ton approche, on en a peut-être pas parlé, mais c'est vrai que tu aimes aussi prendre le temps, profiter, faire des photos. Enfin, voilà, t'es pas une course contre la montre, donc vraiment de prendre chaque instant et t'amuser, quelle que soit la difficulté, quoi. Exactement. Enfin moi, les trails à nouveau, c'est vraiment une approche de profiter pleinement des paysages, de voilà prendre des photos, etc., de m'arrêter et enfin un peu comme une rando en plus, on va dire. Et c'est vrai que c'est comme ça que je l'approchais en tout cas. Si on te croise là sur une course, t'es du genre pipelette sur les sentiers? T'entames Euh, facilement la discussion? Oui, assez. C'est génial parce que sur cette CCC, j'ai parlé avec pas mal de personnes, des inconnus qui deviennent finalement un peu des amis, dans quelques instants et j'aime bien parler. Après, il y a des petits moments, pas forcément des moments dans le dur, mais où j'ai besoin d'être un peu toute seule, dans ma petite bulle et puis, voilà, je préfère aussi être un peu plus, silencieuse, mais j'ai tendance à à parler, ouais. Ça y est, Géraldine, on est le vendredi 1er septembre 2023 à Courmayeur, c'est le grand jour. Comment est-ce que tu te sens là à l'approche imminente du départ? Il y a la première vague qui part à 9 heures, toi tu partiras dans la dernière, là ça devient très concret. Qu'est-ce que tu as à ce moment-là à l'esprit? Bah, il y a un état d'excitation qui était extrême. Il y a eu une petite déception aussi parce que j'aurais voulu partir avec, Steph. On voulait prendre le départ ensemble. Souvent dans les trails, même si on est attribué à une vague de départ, ils s'en foutent. Mais là, ils étaient assez Non stricts, négociable. non négociables. Et bah, il y avait déjà l'envie de vouloir, parce que Steph est beaucoup plus forte que moi, elle court très vite et on savait très bien qu'on n'allait pas faire plus qu'1 kilomètre ensemble. Mais il y avait quand même cette idée de partir ensemble qui a été un peu décevante. Parce que c'était pas possible et il y avait en fait finalement du coup je me retrouvais dans la dernière vague de départ et il y avait un peu cette appréhension d'être, alors c'est que 15 minutes,
Mais je me suis dit, oui, on n'est peut-être pas à ça près. Mais en même temps, il y avait le côté, plus je me retrouve derrière, plus je risque d'être à des moments peut-être toute seule finalement. Moi, j'ai besoin d'un peloton pour me motiver, j'ai besoin d'un peloton pour avancer et j'avais pas envie d'être dans cette situation. Mais bon, c'est pas grave, j'ai vite relativisé. Je me suis dit, voilà, et j'étais vraiment dans un état d'excitation extrême. C'était vraiment palpable auprès de tout le monde et c'était enfin là, en fait, tous ces mois de préparation, cette excitation, enfin cette réjouissance d'arriver enfin sur cette ligne de départ, j'y étais. Tu t'attendrais à ce qu'il y ait pas mal d'amis et de proches qui soient sur le long de ton parcours. Oui, 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 oui. Il était prévu que bon, pas avant Champais, donc j'allais à Champais, c'est quoi, 53 kills, je crois. Donc j'allais devoir patienter quand même un petit moment avant de voir mes proches, mais ça aussi, c'était une réjouissance, forcément. Et donc, voilà, je prends ce départ confiante, avec toujours ce doute, est-ce que, ok, je suis endurante, ok, je suis bien préparée, mais il n'y a pas eu de progrès. Et est-ce que je vais finir dans ce délai de 26h30? Mais voilà, je suis partie un peu dans un état d'esprit où je mettais mon cerveau sur off. Je voulais pas trop réfléchir et je me suis dit, on va faire les choses par étapes. On va pas, non, je ne fais pas 100 km. Pour moi, c'était, je vais jusqu'au prochain point prochain point au ravitaillement, je fais un sommet. Après, l'étape d'après, c'est la descente et on pense jamais au reste. Et je me suis dit, pendant la course, je vais pas me dire, ah tiens, j'ai fait le quart, ah tiens, il me reste tant. Non. J'arrive pas à faire ça, franchement, toi, c'est bien. J'ai lu dans ton compte rendu, effectivement, tu disais que tu raisonnais par étapes, parce que tu viens d'expliquer les étapes qui ont été réalisées et pas ce qu'il reste à faire. Mhm. Moi, c'est un truc sur lequel je dois travailler aussi. Je suis toujours dans le calcul. Je calcule les pourcentages tout le temps de ce qui reste. Mais ça peut aussi faire du bien. Ouais, moi je sais que Mhm. c'est parce qu'il reste tout le temps des trucs, il reste tout le temps des moitiés de moitié de quelque chose, donc finalement c'est forcément, je suis pas sûr que ça aide tellement, Mhm. mais j'y travaille. Comment se passent les premiers kilomètres de ta course là jusqu'à Berton au kilomètre 13? Donc tu étais dans la meilleure disposition et prête à profiter pleinement. C'est quoi les premiers signaux là sur cette première dizaine de kilomètres? C'est ton ressenti? Je me sentais vraiment en pleine forme. C'était une montée très raide, hein. Il y avait 1005, donc pour prendre les proportions, le quart du dénivelé en si peu de En kilomètres. seulement 10%, ouais. Et voilà, et franchement, j'étais impressionnée. Enfin, c'est vrai que cette partie-là, je l'avais fait de nuit avec Steph quand on avait fait la reco. Et là, je découvrais le paysage. Je me suis dit, ah bah tiens, maintenant, je vois tout ce que j'avais pas vu, malgré la différence jour-nuit. Je reconnaissais un peu toutes ces parties et c'était vraiment génial. Et ça avançait pas trop parce que justement, ça bloquait beaucoup, vu qu'on était quand même assez nombreux dans chacune des 3 vagues et c'est vrai qu'on était à l'arrêt un petit moment et là, je me suis dit: «Ah, j'espère que ça va pas trop nous ralentir non plus». Alors ça permet de garder de l'énergie pour la suite, mais il y avait aussi un peu ce côté où je me dis: «Bah, ça n'avance pas très vite». Ce qui fait que tu arrives à Bertona au kilomètre 13 avec seulement 30 minutes d'avance sur la fermeture des barrières horaires. C'est déjà un sujet en soi. Là, ça devient déjà une question. J'avoue que je savais que je serais toujours proche des barrières horaires. Je me suis pas dit que je me suis jamais dit que j'aurais énormément de marge. Dommage. Je savais pas non plus à combien je pouvais prétendre. 30 minutes à ce moment-là m'inquiétait pas du tout. J'étais plutôt confiante. Je me suis dit, je fonctionne souvent comme un diesel un peu. Enfin, je me dis, plus ça avance, plus je peux être rapide. Donc je me suis dit, et puis après je savais très bien qu'il y avait une partie roulante qui m'attendait et je me suis dit que j'allais un peu avancer à ce moment-là et ça m'inquiétait pas trop. Mais sur cette partie roulante justement, j'étais quand même un peu sur la retenue. Enfin, j'ai avancé moins vite que ce que je pensais. Je pense que c'était complètement inconscient, mais je me suis dit, même si je pense par étapes, je savais que mon corps était trop conscient de tout ce qui m'attendait. Je me suis dit, bah peut-être qu'il vaut mieux de garder de l'énergie pour la suite et pas tout donner non plus. Donc j'ai pas tant rattrapé mon retard sur cette partie-là. Mais j'étais en pleine forme, je me sentais vraiment, vraiment bien. Et puis voilà, avec ces paysages, cette partie-là est comme la plus belle. Puis je recevais plein de messages de mes proches. En fait, j'avais tout sur ma montre, les notifications, je pouvais tout lire et ça m'aidait énormément aussi à profiter du moment, d'avoir tous ces encouragements. Je fais un petit saut dans la course. Là, on arrive au quart de la course. Pour le coup, c'est à Arnouva, au kilomètre 26. Là, t'es plutôt surprise parce que tu découvres en arrivant là, au ravitaillement, qui contraste un peu toi avec ta propre condition qui est plutôt favorable à ce moment-là. Oui, il y avait pas mal de personnes qui étaient, on aurait dit un peu une scène de crime. Il y avait pas mal de gens qui étaient atterrés. J'ai vu je crois qu'il y avait environ de la 60 personnes qui avaient abandonné à ce moment-là et c'est vrai que ça m'a surprise, sans jugement, hein, mais qu'il y ait autant de personnes au kilomètre 26. T'as une explication, t'as une idée? Est-ce que ça peut y avoir des chaleurs particulièrement fortes ou autres, ou c'est juste des gens qui n'étaient pas suffisamment préparés à ce moment-là? Alors, moi qui supporte très mal la chaleur, je trouvais qu'il faisait pas non plus trop chaud. Enfin, c'était en montagne, on est quand même sur des températures tout de suite un petit peu plus fraîches et j'ai pas trouvé qu'il faisait chaud. Je trouvais juste que c'était parfait. Après,
bon, l'UTMB est sévère un peu dans son, comment on dit, dans l'attribution de l'index, enfin, non, pardon, plutôt dans le tirage au sort, il faut quand même justement un index, etc. Mais finalement, pour participer à un 100 kills, il faut avoir fait qu'une seule fois un 50 kills, ce qui était d'ailleurs mon cas. Et c'est vrai que finalement, si ces personnes-là ont par exemple fait qu'un 50 kills et puis qu'ils se sont pas bien préparés, moi je comprends qu'on en arrive là en fait et qu'on puisse pas Mhm. tenir. Donc c'était surprenant, mais finalement en réfléchissant, il faut pas non plus 1000 points pour arriver à faire ces courses. Il y a ensuite un juge de peu important de la course qui est Grand Col Ferret, qui se situe à peu près au 30e kilomètre. Comment se passe ton ascension? Là, je me rappelle que j'avais eu le souffle un peu court. Là, c'est un des points les plus hauts au niveau altitude. Et c'est vrai que je me rappelle avoir un peu galéré. J'étais un petit peu OK. Et j'avais été un petit peu malade aussi pendant la semaine et je sais pas, j'ai senti que je toussais un peu, que j'étais pas au top, mais finalement, voilà, ça s'est assez vite rétabli. Des fois, je sais, quand il y a des pensées un peu négatives comme ça, je me dis aussi, bon voilà, t'as une vie d'entrepreneur qui est plus dure que ça, tu peux y aller, quoi. Donc, non, ça a été. Finalement, c'est passé assez vite. Tu avances ensuite ta descente vers la Foulie. C'est un ravito où tu constates que tes proches te témoignent tout leur soutien puisque tu consultes régulièrement leurs messages. Toi, tu continues à profiter en étant dans les meilleures dispositions possibles depuis le début de la course. Oui, ça m'a fait énormément de bien de lire tout ça. C'était vraiment des encouragements qui étaient hyper boostants et c'était dingue parce qu'à ce moment-là, j'avais toujours aucun pépin physique. Enfin, mes jambes étaient en parfait état, j'étais en pleine forme. Je m'attendais pas à me sentir aussi bien en fait encore à ce moment-là. Et ce moment-là était aussi assez marquant parce que c'est là que le premier John est arrivé. John Albon, ouais. Arrivé à Chamonix et moi, il me restait encore 60 kilomètres. Je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il y ait C'est pas le une même telle monde. Ouais. différence de niveau. Faut pas comparer ça. Non, il faut pas comparer. Et ça, dans la ravito, tu prends de manière générale le temps de te poser. Enfin, tu te stresses pas à te donner un timing un peu serré. Tu t'installes, tu prends ta soupe, tu prends ce qu'il faut, tu te ravitailles sereinement. Ou est-ce que tu essayes quand même d'être vigilante? Je crois qu'à la Foulie, j'avais de nouveau un peu plus de marge que dans les précédents ravitaux. Là, je me rappelle que je m'étais assise et que j'avais pris un peu de temps justement à répondre aux messages, à écrire. Mais j'évitais de perdre trop de temps non plus parce que je me suis dit autant, enfin, là où je peux gagner du temps, vaut mieux le prendre. Et au ravito, bah, ça en fait partie. Quand on regarde Mathieu Blanchard et tout ça, qui passe une minute au ravito, je me dis, bah, c'est peut-être assez stratégique après tout. Mais je prends par contre le temps quand même de manger, de me ravitailler et de me reposer un minimum. Les 10 kilomètres, ça va être ton terrain de jeu, puisque les 10 kilomètres suivants, ils sont en faux plat, donc ce qui est un terrain qui était plutôt favorable. Tu dépasses ainsi la mi-course et les 50 kilomètres avant de partir à l'assaut de la montée qui te mène au ravito de Champais, qui va marquer le temps des retrouvailles chaleureuses. Là, pour le coup, tu as les tiens qui t'attendent. Oui, bah, il y a, mon amie Zaline, qui allait gérer mon assistance et c'était donc le premier point avec assistance et il y avait aussi ma mère et son copain qui m'attendaient depuis des heures parce qu'en fait, je crois que l'application était pas très précise et ils avaient plutôt estimé un temps, voilà, je crois autour des 19h. Finalement, je suis arrivée là-bas, je crois que c'était 23h, quelque chose comme ça donc voilà les pauvres mais c'était vraiment en fait, cette montée justement avant Champèche, j'avais un souvenir aussi, vraiment horrible. J'avais un souvenir que c'était hyper long et finalement ça passait très, très vite et je pense que c'était le fait ce qui était vraiment, ce qui m'a énormément aidé pendant cette course, c'était justement de savoir que j'avais des proches à certains points qui allaient m'attendre et puis ça motivait en fait à y arriver puis à les rejoindre le plus vite possible. Là, la barrière horaire, tu la maintiens à distance, toujours dans les mêmes sphères. Oui, il y avait pas, on était de nouveau, enfin quand je suis repartie, je crois que c'était genre 20-30 minutes avant avant la fermeture, donc on était de nouveau très serrés, mais voilà, j'étais pas du tout encore inquiète et j'étais pas encore fatiguée, donc je me suis dit Ça tiens, change pas ta gestion de course. Non. non, tant que j'étais dans cette forme-là, je me disais à ce moment-là que je pouvais encore clairement y arriver. Et j'avais pas envie de repartir en fait à ce moment-là parce que bah, j'étais avec mes proches et je me suis dit, bah, voilà, si j'étais pas aussi serrée, je pense que je serais restée plus longtemps avec eux. Comment tu gères là, globalement, la nutrition sur la course? T'as pas de contrariété particulière? Alors, je devais vraiment me forcer à manger. Normalement, pendant les trails, j'ai toujours faim tout le temps. J'ai toujours envie de manger. C'est toujours un plaisir de prendre une barre de céréales ou des tucs ou des trucs comme ça. Là, non. Alors, j'avais fait ce que je fais à chaque marathon, c'est-à-dire que je prends pendant 3 jours avant, je prends des compléments alimentaires, enfin du malto, qui est en fait une base de glucides pour justement avoir une réserve supplémentaire. J'ai entendu McDo, mais t'as dit Malto, hein, c'est ça? Malto, oui, pardon. Non, Et en fait, bah, disons que ça prend pas mal de place et en général, quand je prends ça avant les marathons, j'ai jamais trop faim et là, ça s'est vraiment ressenti pendant le trail, c'est que
chaque ravito, oui, je savais que et puis même en dehors des ravitaux, toutes les heures, il fallait que j'avais ma montre qui sonnait, qui me rappelait qu'il fallait que je prenne soit un gel, enfin une compote, soit une barre de céréales et ça passait, enfin, mais c'était pas non plus hyper confortable, et à Champais, enfin après Champais justement, quand je suis repartie, je venais de manger. J'avais pris aussi, j'avais bu un Red Bull pour me réveiller un petit peu. Et puis en fait, c'était un peu coincé, quoi. C'était pas très très agréable. Ça donne pas tant que ça les ailes, Red Bull. Non, non. Mm. Et puis il y avait un peu ce côté où bah, c'était de nouveau une partie un peu faux plat roulant où j'aurais pu vraiment tracer. Et là, non, j'étais un peu sur la retenue parce que c'était assez désagréable. Mais sinon, enfin, disons que l'alimentation s'était plutôt bien passée. J'ai pas eu de problème de digestion, des problèmes intestinaux. Donc franchement, ça va. Tu reprends ensuite ta route avec une ascension maîtrisée jusqu'à la Giette au kilomètre 65, puis te voilà en route vers le ravito de Trian au kilomètre 72, qui est, je crois, ta distance maximale de l'époque. Comment est-ce que se passe ce passage? Mais là, j'étais complètement en transe, c'était la nuit et parce que voilà, la nuit était tombée depuis un petit moment et puis d'ailleurs ce lac de Champais, je sais pas, dans ma tête, j'allais le voir de jour et et en fait, il faisait nuit et j'étais: «Ah mais je suis vraiment naïve d'avoir imaginé que j'allais le voir de jour», mais c'était un moment avec toute cette montée justement, de la Jet. J'étais vraiment dans l'ambiance de nuit de l'ultra et complètement connectée à la nature et j'étais comme une pile, en fait, j'arrivais pas à tenir en place. J'avais l'impression d'aller vite, même si c'était pas le cas et je me sentais hyper puissante. Je me suis dit: «Bah, tiens, je pourrais faire l'UTMB l'année prochaine, quoi». Je me suis dit: je il y a rien qui peut m'arrêter, je vais jamais être fatiguée, j'ai une énergie débordante, qui est inépuisable». Et là, la course prend une autre tournure avec la montée des Tsep ensuite, qui est vers le kilomètre 75. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, bah, en fait, je suis arrivée, avant ça à Trien. Il y avait mon cousin et sa copine et aussi Isa, mon assistante, qui m'attendaient et en fait, à Trien, c'est le passage, en fait, où j'avais fait bénévole, déjà en 2022, mais aussi, 2 jours avant, avec Steph, cette année-là et il y avait toute l'équipe de bénévoles qui m'attendait et quand ils m'ont vue, ils m'ont demandé quelle musique je voulais qu'ils passent et j'ai dit Spice Girls et j'ai commencé à danser. J'étais encore comme une pile et là, il y a eu le gros coup de barre une fois que je suis repartie. Il devait arriver. Je me suis dit: «Ah, c'est à cause du fait que j'ai dansé 2 minutes». Non, je crois pas. Je pense que c'est juste qu'il y avait eu, 70 kilomètres dans les pattes et effectivement, j'avais jamais dépassé cette distance et là, c'est marrant parce que cette partie-là, cette montée, des Tsep, je l'avais faite, le lendemain de la Roco, juste comme ça jusqu'à Valorcine et elle m'avait paru hyper simple et là, c'était d'une raideur horrible et je me suis retrouvée en fait, avec un coup de barre monumental. J'étais en fait devenue un zombie dans les montagnes, mais d'une seconde à l'autre. C'était en fait, je voyais plus d'issue et là je marche et je me retrouve en fait, finalement un peu toute seule. Il y avait quelques coureurs, qui continuaient, mais ils étaient plus lents que moi. Je commençais à dépasser les gens. J'étais: «Mais comment c'est possible?» Là je suis j'étais dans un état où j'arrivais même plus à avancer, mais en fait, il y avait personne devant moi qui était là pour, me tirer et il y avait sinon, mais tous les autres coureurs qui étaient complètement étalés sur des rochers. C'était une partie hyper, impressionnante, en fait. Il y avait vraiment, on aurait dit, en fait, des naufragés du Titanic qui attendaient leur, canot de sauvetage. J'oublierai jamais et en fait, je me suis dit: «Mais comment, sans un peloton, sans des personnes qui sont là pour me motiver, je vais continuer alors que j'arrive vraiment plus à avancer, en fait?» Et ça a duré, plus d'une heure. J'ai mis plus d'une heure pour faire 2 kilomètres, ce qui est quand même hallucinant et là, en fait, je me suis dit: «Bah», je regardais l'heure, à ce moment-là, Steph, elle était en train de finir sa course et elle voulait le faire en moins de 20 heures et je savais qu'elle y était parce que je recevais aussi de ses messages à elle et je me suis dit: «Waouh!» enfin, j'étais vraiment impressionnée, j'étais en admiration totale, mais en même temps tellement découragée. Je me suis dit: «Ah, elle a fini et moi, il me reste, je voulais pas penser à ce qui me restait, mais à ce moment-là, j'y ai un peu pensé. Je me dis: «Mais c'est pas possible» et en fait, voilà, j'essaie d'avancer et tout et je regarde l'heure et là, je me suis dit: «OK, tu vas jamais arriver à Valorcine dans les temps» et j'ai juste fait un calcul, j'arrivais pas très bien à réfléchir, mais je me suis dit: «Non, c'est juste pas possible, tu vas jamais y arriver». Puis j'hésitais à m'asseoir, à faire une sieste, comme les autres, mais je me suis dit: «J'ai pas non plus envie de perdre de temps», je savais pas trop prendre des décisions, en fait et à un moment, je me suis dit: «Bon, bah, tant pis, je vais jamais y arriver, de toute façon, l'ultra trail, c'est nul, la marche était trop haute, tu jamais dû t'inscrire à ce truc, finalement, c'était trop de faire 100 kilomètres, j'étais pas assez bien préparée
et puis tant pis, je dois rien à personne. Enfin, j'ai fait le deuil de ma course, en fait, en quelques minutes. Je me suis dit: «Tant pis», puis, en fait, je me réjouissais, je me suis dit: «Bah, tiens, je vais pas m'asseoir, je vais quand même aller jusqu'à Valorcine et comme ça, je serai plus tôt au lit». Donc j'avais un peu cet objectif de quand même y aller, et sans jamais penser arriver dans les temps, mais je voulais quand même y aller pour dormir le plus vite possible, en fait. C'était quoi les symptômes là, de ta fatigue? C'est le corps qui suit plus. Heu, C'était vraiment le fait de plus réussir à avancer. Mon Pas de douleur, mais un manque d'énergie? Non, aucune douleur, ouais, hein, toujours pas de douleur, mais un manque d'énergie total et en fait être comme un zombie qui n'avance plus et puis qui ouais, c'était mon esprit voulait, mon corps voulait pas. Il y avait rien à faire et j'avais envie de dormir. C'était violent et j'avais un peu eu ça à la reco, mais à la reco, il y avait pas de barrière horaire qui me stressait derrière donc voilà et là, je me suis dit: «Bon, bah, c'est mort, je vais pas y arriver». Qu'est-ce qui a fait que la situation s'est pas tout à fait réalisée comme tu l'imaginais à ce moment-là? Ben, finalement, je sais pas, je suis arrivée aussi au sommet. Je pense que ça a aidé, en fait, d'arrêter de monter et puis à un moment, je me suis rappelée d'un truc, que j'avais entendu dans un podcast où on m'avait dit, le regret est définitif, la souffrance ou la fatigue est temporaire et je sais pas, d'un coup, c'est comme si finalement la fatigue est partie d'un coup. Ça a du bon les podcasts, je te comprends. Oui, exactement. C'est très utile. J'ai repris de la vitesse, en fait et j'ai fait ma descente. C'est passé assez lentement, mais je me souviens que j'étais de nouveau, comme neuve, finalement et je suis arrivée à Valorcine, voilà, je suis repartie de Valorcine après avoir, vu Steph, donc Steph avait fini sa course et sur son retour sur Trier, parce elle a un chalet là-bas, elle s'est arrêtée avec son mari pour, me saluer, me faire une surprise et elle m'a dit, enfin, je lui ai fait promettre que j'allais aussi, moi, le chercher et je suis repartie de Valorcine. J'ai même pas eu le temps de manger. Isa, elle m'a juste tendu un t-shirt, enfin, un t-shirt qu'elle m'avait préparé, et un t-shirt surprise comme ça. Puis, voilà, je l'ai mis et je suis repartie à 7 heures alors que ça fermait à 7h15. Donc là, j'avais jamais été aussi short. C'était vraiment, il y avait 15 minutes de marge et j'ai pas eu le temps de manger. Je suis repartie avec mon sandwich dans les mains. Enfin, une catastrophe, mais j'étais de nouveau complètement relancée et en pleine forme. Et devant toi, donc 20 kilomètres et 5 heures pour arriver à les parcourir pour être dans les temps. Oui, exactement. Comment se passe ensuite, si on avance un peu dans le temps, ta dernière ascension de la course jusqu'à la Flégère au kilomètre 93? Bah, là, il y a de nouveau une, énorme vague de fatigue qui est revenue. C'était cette fois encore plus violent, en fait, bah, je pense que là, c'est aussi on sait que c'est la dernière montée. Alors il y a un côté un peu, bon, voilà, on est vraiment très, très proche du but, mais n'importe quelle dernière montée est affreuse, en fait et là, c'était même plus une fatigue d'avoir envie de dormir, c'était une fatigue d'avoir envie de mourir. J'avais envie de me flinguer, quoi, vraiment et c'était, T'as une idée de pourquoi ça a pris ces proportions-là? je sais pas, je pense qu'il y avait un épuisement général, mais là, c'était surtout, ça commençait à être mental, en fait. La fatigue que j'avais eue avant, elle était plutôt physique, enfin, c'était vraiment l'envie de dormir, mais là, j'en pouvais plus. J'étais vraiment en train de me demander: «Mais pourquoi je me suis inscrite à ce truc? Qu'est-ce que je fais là? Venez me chercher». Enfin, pour moi, il y avait pas de il y avait à nouveau pas d'issue et je parlais avec un des autres coureurs, je lui disais: «Mais tu crois qu'on va y arriver pour, 10h15 à la Flégère?» et il m'a dit: «Mais c'est pas à 10h15, c'est à 10h45 qu'il faut y être» et là j'étais il y a une sorte de second souffle, un soulagement de savoir que finalement il y avait encore, un peu de temps pour y aller et j'ai de nouveau vu le bout, je sais pas comment dire, c'était la fatigue elle est de nouveau partie. En fait, c'est un peu quand on est dans le creux de la vague, on peut que la remonter et c'est ce que je me suis dit à ce moment-là. Je me suis dit: «Bah, en fait, ça vient, ça part». Et là, t'étais moins prête à recevoir le fait d'être hors délai pour le coup. Là, ça t'aurait vraiment posé un problème. Là où t'avais été plus philosophe Ouais. un peu plus tôt à te dire que... Oui, j'étais plus résiliente avant. Là, pour moi, c'était pas possible. En fait, on était vraiment, trop proche du but pour accepter, en fait, de pas finir la course. Pour moi, on était à 90, ouais, 90 kills, enfin, passé 90 et pour moi, c'était juste pas négociable. Je devais y arriver. Donc on m'arrête à la Flégère, c'était quelque chose que je voulais même pas imaginer. Donc non, il fallait que je termine cette montée, en fait, dans les temps. Et donc là, tu arrives dans les temps, grâce à notamment ce petit extra time d'une demi-heure qui t'a été bien bénéfique. J'imagine que là, ton Oui. état d'esprit change radicalement et quand même la physique, le physique est attaqué, la lassitude est là, mais j'imagine que là, tu commences à croire vraiment à ta capacité à finir. Ouais, je voyais le bout. Je voyais le bout et en fait, je suis arrivée à la Flégère à 10h21, donc 6 minutes après le temps que j'avais imaginé, mais finalement en 25 minutes avant la fermeture
Et j'avais tellement, pendant cette montée, imaginé le commissaire de course qui allait me dire: «Non, vous arrivez trop tard, c'est pas possible». Et quand je l'ai vu, j'étais là: «Ah, je suis dans les temps». Et en fait, je me rappelle, il m'a vraiment, il m'attendait avec un grand sourire et il m'a dit, enfin, il m'a demandé comment j'allais. Je lui ai dit: «Ça va». Et il me fait: «Tu vas y arriver». Et puis, en fait, j'ai cru que c'était une question et puis il m'a dit: «Non, non, mais tu vas y arriver». C'était une affirmation. Et je sais pas, j'oublierai jamais, en fait, son visage, la manière dont il m'a dit ça. Et voilà. Et en fait, pour moi, là, j'avais fini ma course, en fait. Enfin, j'avais réussi. En fait, j'avais déjà regardé dans les précédentes CCC ou UTMB qu'une fois qu'on passe la flégère, en général, ils laissent passer tout le monde, enfin, à moins qu'il y ait un gros pépin. Mais j'avais déjà vu des gens finir la CCC en plus de 26h30 parce que, voilà, Ils étaient passés à temps à la flégère, ouais. voilà, exactement. Donc pour moi, en fait, ma course était un peu acquise à ce moment-là. Et il y a eu, enfin, un soulagement, mais comme j'en ai rarement eu, en fait. Et là, je me suis dit: «Bon, on s'en fout, la descente, je l'ai faite», mais j'allais encore plus lentement que tout le reste de la course. Et là, je parlais avec une autre fille, enfin, je commençais à finalement me dire: «OK, là, c'est bon». Et puis après un moment, en descendant, et là, je commençais à avoir un petit peu mal aux jambes. C'était le seul moment où j'étais vraiment très, très fière et très contente d'avoir finalement tenu, physiquement au niveau vraiment musculaire, jusque-là. Et ça commençait à tirer un petit peu, donc c'était aussi difficile pour moi d'aller plus vite, physiquement. Mais je me suis rappelé que finalement, il y avait un délai de 26h30, et je voulais quand même respecter ce qui était officiellement accordé. Donc j'ai accéléré un peu le pas parce que je me dis: «Je perds déjà beaucoup de temps, j'aimerais arriver avant midi à Chamonix». Et j'ai accéléré. Puis là, c'était incroyable parce qu'il y avait tous les supporters de l'UTMB qui étaient en train de monter à la flégère pour voir, le premier arrivé de l'UTMB. Finalement, c'est fait pour qu'on se croise jamais avec, les premiers finishers de l'UTMB, mais ils sont jamais très, très loin. Et vu que j'étais vraiment tout dernière, ben, je me suis retrouvée avec ce public-là qui était en train de monter. Et puis, en fait, ils nous applaudissaient, ils étaient là, tellement encourageants, tellement souriants. Et ça m'a donné un boost. Et j'oublierai jamais, en fait, cette descente. Ils étaient venus C'était pour toi, hein, tu sais, ils étaient pas venus pour Jim Wamsley. Ça doit être ça. Mm, mm. Ça doit être ça. Mais non, c'était un souvenir, incroyable. Et finalement, j'arrive en bas, mais c'était une descente interminable. Je pensais pas, cette partie-là, je l'avais jamais faite, j'avais vraiment aucun repère. Mais je me suis dit: «Mais c'est pas possible que ce soit aussi long». Et là, je me suis dit: «Oups, je vais jamais y arriver, il faut que j'accélère et cetera, il faut que je sois à Chamonix avant midi». Et j'arrive enfin en bas. Et là, je sprint, je me fais un j'ai jamais couru aussi vite de de toute cette CCC. Et là, je vois une femme qui me dit, enfin une bénévole qui me fait, «C'est bon, il te reste 10 minutes pour faire 600 mètres». J'étais là: «Yes!» J'y suis arrivée. Et là, je tombe sur Isa qui m'attendait, avec sa GoPro pour, filmer mon arrivée. Et je crois que j'oublierai jamais, en fait, elle était impatiente, je crois qu'elle était très inquiète. Elle avait même essayé de m'appeler pour savoir, où j'en étais, si j'allais arriver dans les temps. Et là, elle m'a vue, elle m'a dit: «Dépêche-toi». Et moi, je lui ai crié: «Mais j'y suis arrivée, j'y suis arrivée». Enfin, c'était vraiment un moment hyper fort. Et après, j'ai traversé Chamonix, et c'est vraiment un moment, enfin, que j'avais vu sur les réseaux sociaux 10 000 fois, tous ces athlètes ces élites qui arrivaient à l'UTMB, et là, c'était moi. C'était moi C'était ton qui tour. étais. Mm. Et j'arrivais pas à y croire. J'étais là: «Mon Dieu, mais j'y suis arrivée». Et j'ai traversé Chamonix, dans une ambiance incroyable avec, bah, à nouveau énormément de monde qui attendait, Jim, quoi. Et je vois ce tapis bleu et j'étais là: «Mais mon Dieu!» Je crois que c'était une image hyper marquante. Et j'ai passé l'arche et je me suis un peu effondrée comme ça. Et en fait, d'une certaine manière, je crois que j'y croyais pas. Enfin, pour moi, c'était un peu un rêve, auquel, il fallait pas me réveiller. Tu boucles donc ces 100 km et 6156 mètres de D+, en 26h, 24 minutes et 21 secondes. Donc tu es à moins de 6 minutes de la barrière horaire officielle. Donc tu as parfaitement géré finalement tout ça. C'était limite, hein. C'était limite, mais c'était finement ciselé. On l'a dit, c'est John Albon qui l'emportait en 10h14 et Yingvild Caspersen chez les femmes en 11h51. Beaucoup d'émotions à l'arrivée, tu vas nous le dire. Qu'est-ce qui explique selon toi que tu as réussi à mener à bien cet essai? Comment tu pourrais argumenter sur le fait que ça s'est bien passé finalement, ce saut sur un format qui était complètement inconnu pour toi? Mais moi, je dirais quand même qu'il y avait une bonne préparation physique, mais pour moi, ce qui a vraiment fait, la différence, c'était, mes proches, ceux qui étaient présents, notamment, évidemment, Isa et son assistance, mais aussi ceux qui étaient pas présents. Ces messages-là, honnêtement, en fait, sans tout ça, alors peut-être que j'ai perdu aussi moi-même du temps à donner des nouvelles, mais je pense que leurs, encouragements, m'ont vraiment portée jusqu'au bout. Et finalement, enfin, j'ai appris à travers cet ultra que
que finalement le trail, c'est un sport individuel, certes, enfin, surtout dans la préparation, on n'est pas toujours entouré. OK, il y a des moments pendant la course où on est un peu seul, hein. Je me suis quand même sentie très seule à certains moments, même s'il y avait jamais enfin, il y avait toujours un peu des coureurs autour de moi, mais finalement, c'était un vrai ouais, c'était un sport d'équipe et en fait, je crois que ça a été un élément clé de pour finir cette course. Qu'est-ce que tu changerais de ta CCC? Est-ce que tu changerais quelque chose? Non, je changerais rien du tout. En fait, je pense que justement, ça a été, particulièrement savoureux de réussir, dans ces conditions-là, en fait. Je pense que alors peut-être que j'aurais moins rigolé si, on m'avait arrêtée à la flégère. Heu, c'est même sûr et certain que pour moi, ça aurait été impossible de pas terminer cette course et j'aurais été hyper frustrée. Mais là, de l'avoir réussi de cette manière-là, je pense que ça a rendu l'accomplissement encore plus savoureux et si c'était à refaire, je le referais exactement de la même manière. A posteriori, là, qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile sur la course? Bah, ces nuits, je pense que c'était vraiment ouais. En fait, c'était des vagues de fatigue et je pense que c'est à considérer pour les prochaines fois de me dire qu'en fait, c'est passager. Mais, à ce moment-là, on a du mal à voir le bout. On n'a pas l'impression qu'on peut s'en sortir, mais en fait, apparemment oui. Alors peut-être qu'une troisième vague de fatigue aurait peut-être que pendant la troisième, j'aurais pas forcément réussi à en sortir, mais ça m'a quand même montré que oui, mais c'est ce que j'ai retenu qui était le plus difficile, oui. Cette course, elle t'a appris quoi sur toi? Qu'est-ce que tu en tires là aujourd'hui comme enseignement, comme bénéfice? Bah, je dirais, je suis quelqu'un d'assez persévérant et ça l'a montré, d'une autre manière, mais je dirais que ce que ça m'a appris, c'est qu'en fait, il y a toujours une lumière au bout du tunnel, comme dans la vie et en fait, des fois, on a l'impression dans ma vie d'entrepreneur aussi, hein, j'aime bien faire des liens entre les 2, mais il y a toujours des solutions et puis finalement l'important c'est même pas que le résultat, mais c'est le chemin aussi, le chemin parcouru pour y arriver. Une image que tu retiens de ta CCC? Il n'y en avait qu'une. La ligne d'arrivée. Un moment précis? Je pense que quand j'ai vu le tapis bleu, c'était ouais, c'est là que c'est magistral, en fait. Il y a un contour, un petit virage et on arrive sur cette, fameuse place du triangle de l'amitié et je pense que ce tapis bleu qu'on voit justement tellement, dans les vidéos, sur les réseaux sociaux, ça m'a, ouais, je crois que c'est ce moment-là qui m'a le plus marquée. Après, il y en a eu plein d'autres évidemment. Si tu avais 3 conseils à donner à quelqu'un qui prendra le départ de la CCC l'année prochaine, qu'est-ce que tu lui dirais? De s'accrocher, de ne pas abandonner et puis, d'y croire jusqu'au bout parce que même si ça paraît impossible, même si en soi, on pense qu'on va pas arriver au bout, que ce soit au niveau du timing ou même pas forcément, ben, finalement, on peut toujours en ressortir, et le terminer. Géraldine, on va parler, d'avenir. Merci de nous avoir, partagé, avec autant de cœur ta CCC. Tu as plutôt de la chance au tirage au sort, on va dire, après la CCC où tu as été tiré au sort, pour la première fois. Il y a un beau projet qui se dessine pour toi, tu l'as dit, entre les lignes là pour 2024. Est-ce que tu peux nous raconter, quel est ton grand rendez-vous phare? J'imagine que c'est celui-là, en tout cas sur ta saison, 2024 à venir. Oui, bah, c'est l'UTMB. J'ai, bah, c'est aussi quelque chose qui m'a, je pense, aussi accrochée pendant cette course, c'est que je me disais: «Mais en fait, si tu la finis pas, cette CCC, tu auras pas l'index pour l'UTMB, tu pourras pas t'inscrire, en fait» et je pense que c'était un élément aussi qui m'a permis de tenir et qui m'a vraiment motivée et voilà, j'ai effectivement, je vais participer à l'UTMB cette année et avec grande réjouissance, forcément aussi un peu d'appréhension en étant un peu sceptique justement, en train de me dire: «Bah, est-ce que j'étais aussi proche du barrière horaire? Est-ce que ce sera de nouveau le cas?» Je suis pas tout à fait sûre de vouloir, retenter un tel suspense, sur une course aussi longue, donc l'idée là, c'est de progresser un peu en vitesse pour déjà aussi prendre le temps de dormir. Je me vois pas forcément aligner, 2 nuits blanches. Une là, c'était assez compliqué, et en faire une deuxième, je suis pas sûre d'y arriver. Donc là, tu as changé des choses dans ton approche. Là, tu structuré un peu différemment, au-delà du volume qui est pas le même, tu as structuré différemment ta préparation? Alors oui, en fait, bah, je me suis de nouveau inscrite à un marathon en avril, celui de Londres. Là, cette fois-ci, je me suis dit: «Non, on va pas faire que du plat, on va commencer le le dénivelé un peu plus tôt» et j'ai aussi pris les choses en main. Je me suis pris un coach privé pour, faire un programme, qui va me suivre et tout et on a commencé début janvier donc je fais déjà du dénivelé. J'aimerais qu'il me donne des astuces pour progresser en vitesse. J'ai aussi eu une blessure, cet hiver qui m'a obligée d'aller voir un ostéo et qui m'a dit: «En fait, tu sais quoi? Ton problème, de blessure, ça peut être aussi j'ai pas été blessée pendant la CCC, mais vraiment après. Il m'a dit: «Mais ça peut être réglé, en étant un peu plus, souple et accessoirement, peut-être qu'en étant plus souple, tu iras plus vite en trail». Parce qu'en fait, je fais des tout petits pas donc ça m'aiderait à faire des pas un peu plus grands
Ça aussi, j'espère que ça donnera quelque chose, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de cette, deuxième expérience en ultra. Une belle perspective. Géraldine, c'est la dernière question de ce podcast. C'est le moment du motto de la fin. Est-ce que tu aurais une devise à partager avec nos auditeurs, une phrase particulièrement symbolique et forte pour toi? Alors oui, pour moi, si je peux le faire, tout le monde peut le faire. C'est quelque chose que je me dis souvent et en fait, il y a aucune raison qu'une personne, arrive à faire, plus de choses qu'une autre personne. Je pense que si on veut vraiment quelque chose, si on croit vraiment en quelque chose, on peut y arriver. Voilà, ça demande du mental et de la discipline justement, mais pour moi, c'est voilà, et je pense que ça peut aider, ça peut aider dans la vie, mais aussi dans la vie sportive, dans tous les domaines finalement. C'est vraiment quelque chose que je me dis tout le temps et j'y crois vraiment. Si je peux le faire, tout le monde peut le faire. Une belle note positive pour conclure ce podcast. Merci beaucoup, Géraldine. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci de nous avoir fait vivre avec toi ta première expérience sur Ultra avec CCC, qui a été une belle illustration de ta pugnacité, ta détermination. On l'a bien senti. Qui a jamais oublié pour autant ton inspiration et ta capacité à t'enthousiasmer, à prendre du plaisir aussi sur cette chance de pouvoir vivre ce type de course. Je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite de tes aventures et notamment lors de ce grand rendez-vous à l'UTMB à la fin du mois d'août. Je serai pas loin, donc je suivrai avec un œil très attentif évidemment pour le résultat et puis je t'enverrai plein de bonnes ondes pour que tu rejoignes la place du Triangle de l'Amitié. Merci Guillaume. À bientôt. Merci pour tout. À bientôt. À la prochaine. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.